C'est bon? Hey! Alors du coup, on balancera le son direct depuis le PC? C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Eh ben salut les gens! Ça fait un petit moment qu'on est ensemble et je me suis pas trop présenté. Je m'appelle Vlad Tapas, que a priori, il y a pas mal d'entre vous qui me connaissent surtout pour la tronche en biais. Mais en vrai, dans la vie de tous les jours, je pratique le métier le plus merveilleux du monde, c'est-à-dire que je suis un super pauvre. En gros, je suis doctorant en musicologie. Donc je suis à la fois docteur, universitaire, donc pauvre, et musicologue, et musicien, donc pauvre. Donc, mélanger les deux, malheureusement, les moins ne s'annulent pas. Je suis, hélas, super pauvre. Et je suis là aujourd'hui, en fait, parce que j'ai envie de vous parler un petit peu du cliché. Et comme j'ai très envie de vous faire intervenir, quelle définition vous donneriez au cliché? Ouais. Allez, tiens. Le terme exact, c'est un élément récurrent utilisé trop souvent. Un élément récurrent utilisé trop souvent. Donc a priori, le trop, il y a une dimension plutôt négative. Donc parmi vous, qui voit le cliché comme quelque chose de plutôt hyper négatif? Levez la main. Ok. Est-ce qu'il y en a qui le voient comme quelque chose de positif? Ah, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'en fait, ça peut être intéressant de s'interroger un petit peu sur ce que c'est qu'un cliché et au final, pourquoi on a des clichés si ça casse autant les couilles à tout le monde? C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Et pour ça, il y a quelques petits éléments de réponse. Et avant de revenir sur le domaine du cliché, j'aimerais vous parler d'un de mes dadas, un de mes trucs préférés. C'est la musique et plutôt l'art en général, mais surtout la musique en tant que langage. Parce que pour la musique, il y a notamment certains éléments cognitifs qui viennent pour expliquer que la musique et le langage seraient reliés, notamment par rapport à l'évolution et tout. C'est super intéressant. Mais l'art et le langage sont également extrêmement corrélés. Déjà pour commencer, ça serait pas mal de définir ce que c'est qu'un langage. Alors un langage, on va considérer que grossièrement, c'est la capacité de plusieurs êtres conscients à échanger des informations. Des informations qui vont se faire à la manière grâce à ce qu'on appelle des signifiants. C'est-à-dire des objets, qui peuvent être des mots, qui peuvent être des gestes, qui peuvent être des signes, qui peuvent être absolument n'importe quoi, des signifiants qui vont transporter des signifiés. Signifier, c'est-à-dire l'idée qu'on a envie de transmettre. Voilà. Si par exemple, je suis là, devant vous, une foule française, si je fais ça, vous savez très bien ce que je suis en train de vous dire. Doigt, signifiant. Signifier, va te faire foutre. Je vérifie, il n'y a pas trop de mineurs? C'est Charlie? C'est correct? Ouais, c'est sympa. Eh bien ça, pour certaines personnes pour lesquelles va te faire foutre, c'est plutôt ça va pas vouloir dire la même chose. On a deux signifiants différents avec le même message. Ce qui montre bien qu'il y a une différence entre la manière de transmettre une idée et l'idée en elle-même. Pareil, si je prends un mot, n'importe lequel, vous n'allez pas tous l'imaginer exactement de la même manière. Si je vous dis par exemple le mot « chaise », je peux vous garantir qu'il n'y a pas deux personnes dans l'assemblée qui a pensé à exactement la même chaise. Parce que l'un des trucs qu'on utilise souvent pour dire « ouais mais non, parler de langage pour dire que la musique, l'art c'est du langage et tout, ça va pas du tout. Un langage, le but d'un langage, c'est de transmettre des idées hyper précises. C'est justement de pouvoir communiquer des idées précises, sinon le langage ne sert à rien. » Eh bien en fait, la plupart des linguistes reviennent là-dessus. La plupart des linguistes, ils ne sont pas tellement d'accord. Pour eux, une langue, plutôt qu'un langage, je vais expliquer un petit peu la différence entre langue et langage, ça ne transmet pas des idées précises, mais plutôt une galaxie d'idées, une forme d'horizon d'atteinte. Et comme je disais, histoire de pouvoir revenir là-dessus, le langage, c'est la compétence qu'on a tous de transmettre des idées, a priori verbalement pour nous, et la langue, c'est les différentes manières de transmettre ces idées. Par exemple, voilà, le français c'est une langue, l'anglais c'est une langue, les deux rentrent dans la grande catégorie du langage, donc de la possibilité d'échanger des idées. C'est hyper schématique, mais ça donne déjà une petite idée. Puis après, on a encore plein de petits compartiments, on a les patois, les sociolectes, c'est super intéressant, c'est vraiment méga cool. Alors, on se retrouve du coup, comme je disais, avec la possibilité de transmettre des idées. Et en musique, il n'y a pas de problème, je peux vous transmettre des idées sans aucun souci. Truc hyper con, il y a un machin qu'on a globalement tous plus ou moins appris, majeur, joyeux, mineur, triste. Et globalement, ça marche tout de suite. Je veux dire, l'Alléluia de Handel, il n'est pas écrit en mineur.
Il aurait pas eu la même tête, hein, sinon. D'ailleurs, ça aurait été peut-être pas mal. Ouais, comme d'habitude, c'est mieux. C'est pas de bol. Et j'ai vu 2 ou 3 t-shirts de métal se promener un petit peu, de temps en temps. J'aime bien, ça m'a fait plaisir, ça touche un petit peu ma fibre de personnage méchant. Méchant. En fait, le métal, c'est un petit peu pareil. On est face à une musique qui a une langue qui est quand même pas mal agressive, on va pas se mentir, à une musique qui a une langue qui est hyper particulière, et la plupart des personnes qui n'écoutent pas de métal ont l'impression, quand elles en écoutent, que c'est juste du bruit. Un espèce de gros bruit colossal, duquel on peut rien tirer. C'est juste des gens qui... s'en fout, ça dit rien, c'est du bruit. Ce qui est drôle, c'est que le bruit, ça a un sens en termes d'information, c'est marrant. Pourtant, les personnes qui écoutent du métal sont quand même capables de faire la différence entre le doom white metal, grindcore végétarien progressif mes couilles et le speed symphonique Jean Bomber machin truc machin mais hallucinant, des catégories qui sont hyper précises. Donc d'un côté on a des gens qui sont capables de surcatégoriser un genre et de l'autre des personnes qui n'imitent que dalle. C'est quand même un petit peu curieux. Bah encore une fois, ça a rapport avec la langue. Il faut bien se rendre compte que nous qui parlons français, on est capable d'entendre des nuances hyper spécifiques dans la langue. Et des nuances dont on n'a même pas forcément toujours conscience. Et dont on n'a même pas conscience sur le plan des règles. Si par exemple je vous dis un savant aveugle, vous savez que c'est un savant qui est aveugle. Si je vous dis un savant aveugle, ben non, c'est l'aveugle qui est savant. Et je suis sûr que c'est globalement une règle que vous n'avez jamais appris à l'école. Simplement par immersion à l'intérieur d'un contexte langagier, en l'occurrence le français, vous êtes retrouvé à apprendre toutes ces règles-là. Tout comme même une personne qui ne pratique pas la musique peut faire la différence avec des styles hyper pointus, dans tous les sens, comme il veut, sans que ça pose le moindre problème. Parce que la langue, ça peut s'apprendre de 2 manières. Ou bien alors, justement, par immersion, globalement, on a tous appris le français avant d'aller à l'école. Parce qu'on a grandi dans ce contexte langagier, on a grandi en étant des personnes qui avons été au contact de personnes qui parlaient français. Et puis après, on a appris des langues à l'école et c'était un petit peu différent. Bon, voilà. Où est-ce que j'en ai... Oui, et c'est un petit peu la même chose pour les musiques extrême-orientales, les musiques chinoises, des musiques ethniques qui appartiennent à une population dans laquelle on n'est pas du tout. Moi, je ne sais absolument pas faire la différence entre 3 morceaux différents de musique arabe, par exemple. J'en suis complètement incapable. C'est une culture dans laquelle je n'ai pas grandi. C'est tout simplement ça. Hop là. Je continue. Oh là là, j'ai tellement pris d'avance. Oui, et il y a énormément d'éléments qui viennent pour justement rajouter sur ce côté langagier de l'art, et notamment ce qu'on appelle la diachronie. Ça, c'est un mot pour pouvoir frimer en soirée. Je ne suis pas sûr qu'il soit compte triple au Scrabble, mais je pense que c'est au moins un mot compte double. La diachronie, c'est quand on a 2 éléments qui évoluent en même temps dans le temps. Super intéressant. Par exemple, justement, en ce qui concerne la langue, vous avez déjà essayé de lire des bouquins du Moyen-Âge ? C'est hyper compliqué. Lire Yvain, le Chevalier au Lion, c'est méga dur. Gargantua, je vous en parle pas. C'est de la littérature qui est hyper compliquée à aborder. Pourtant, c'est du français. C'est du français, simplement, c'est du français qui a évolué. Et à partir de cette époque-là, le français a avancé, ça a évolué, ça a changé pour devenir le français qu'on est aujourd'hui. Parce que c'est une langue vivante. Sinon, les seules langues qui évoluent plus, c'est les langues mortes. Très bien, réjouissons-nous, c'est cool. Notre langue n'est pas encore morte, c'est génial. Mais du coup, vous allez être obligé d'accepter des mots bizarres comme pourriel ou divulgaché. Désolé, c'est pas de bol. Non, ils n'y arriveront pas. C'est pour ça que l'Académie française, ça sert à rien, en fait. C'est l'usage qui fait la langue. Ils auront beau essayer de mettre des règles partout, c'est mort. C'est nous qui avons le pouvoir sur la langue. Niquez-vous. Et la musique et l'art en général, c'est la même chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à tolérer des arts qui sont hyper anciens ou des arts qui sont très très loin d'eux, parce que justement, ils ne sont pas dans le même espace et ils ne sont pas dans le même temps. Et il y a énormément de codes à réingérer. Et les codes en art, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est super balèze. Là, on est à un endroit dans lequel on parle un petit peu de jeu. Parlons de jeu. Dans un jeu vidéo, vous voyez une pomme. Objet positif ou négatif ? Positif. Tout le monde est d'accord. Vous voyez une fiole avec une tête de mort. Objet positif ou négatif ? Négatif. Tout le monde est d'accord. Vous avez une manette entre les mains. Sur quel bouton vous appuyez pour sauter ? Celui qui est sur la base du pouce ou celui qui est au bout du pouce ?
visualiser la base du pouce. On a tous le réflexe d'appuyer avec ce bouton-là quand on a envie de sauter sur une manette. Parce que tout ça, c'est des codes qu'on a intégrés. C'est des codes qu'on a intégrés en étant joueur depuis des années, des années, des années. Et dire, voilà, pour nous, PO, c'est pièce d'or, PV, c'est point de vie. Qu'est-ce qui se passerait si on jouait un jeu dans lequel PO, ça voulait dire point d'organisme, et que c'était la vie, et PV, point j'en sais rien, de vertu. Disons qu'on a une monnaie qui s'appelle la vertu. Mais on serait complètement perdu, parce qu'on se retrouve avec deux informations qu'on a mis des années à acquérir, d'un seul coup, complètement bousillées. Et ça, l'air de rien, vous ferez remarquer que c'est déjà des clichés. Le fait que la pomme, ça soigne, et que la bouteille avec une tête de mort dessus, ça tue, ce sont déjà des clichés. Mais on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'ils ne nous énervent pas. Ils ne nous énervent pas parce qu'ils sont, l'air de rien, hyper utiles. Un cliché, avant de devenir un cliché, c'est une très très bonne idée. Ça, c'est un petit peu bête, mais c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et maintenant, histoire de vous continuer un petit peu dans cette histoire de langue et d'art, il y a un petit truc que j'aimerais vous faire entendre. Une musique de Saint-Saëns, que vous connaissez sans doute, puisqu'il s'agit de la danse macabre. Je ne vais pas vous la faire entendre en entier, mais en fait, la danse macabre de Saint-Saëns fait partie d'une catégorie de musique hyper particulière qu'on appelle des poèmes symphoniques. C'est-à-dire des musiques pour orchestre, des musiques dans lesquelles il n'y a pas de paroles, mais qui, malgré tout, ont pour vocation de raconter une histoire. Donc, je vous balance ça tout de suite. C'est parti. Mais ça va le faire. Je vais m'arrêter là parce que la pièce est assez longue. Alors, on se retrouve avec une pièce dans laquelle on a absolument zéro parole. Zéro parole chantée, en tout cas. Parce que si on regardait les programmes qui distribuaient à l'époque, on avait le texte du poème qui était plus ou moins mis en musique ici, qui était présent et qui faisait, en gros, zig zig zag, la mort en cadence, frappant une tombe avec son talon, la mort à minuit joue un air de danse, zig zig zag sur son violon, le vent d'hiver souffle et la nuit est froide, des gémissements sortent des tilleuls, des squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leur blanc linceul, etc., etc., etc. En gros, le plot est très très simple. L'histoire, c'est que un jour, c'est le jour du solstice, la mort se réveille, se met à jouer de son violon, les morts se réveillent, se mettent à faire la fête avec les vivants. Pour évoquer tout ça, Saint-Saëns a utilisé plusieurs choses. Déjà, il commence avec quelque chose de très très doux. Très très doux, une musique très très douce, avec 12 fois. Qu'est-ce que ça peut être 12 fois une note qui se répète? Les 12 coups de minuit, exactement. Un élément qui est commun à tout le monde. Tout le monde est globalement, surtout à l'époque où il y avait beaucoup plus d'horloges et où les gens faisaient beaucoup plus attention aux horloges pour se diriger. On n'avait pas tous une montre ou un téléphone à portée de main. On a les 12 coups de minuit. Un petit truc, un petit peu sautillant, que souvent on associe au pas, c'est-à-dire des cordes qui font des pizzicato. Idée de la mort qui avance. Et d'un seul coup, un violon. Un violon désaccordé en plus. Parce que normalement, un violon accordé jouerait ça.
Et là, on se retrouve avec un violon qui joue ça. Et le violon, traditionnellement, c'est l'instrument de quel personnage? C'est l'instrument de la mort. Ça, c'est un truc culturellement dont on parle un petit peu moins aujourd'hui, mais le violon a longtemps été associé à la mort et au diable, et c'est d'ailleurs pour ça que les instruments à cordes ont été très très longtemps interdits dans les églises, et que la musique liturgique, c'était avant tout de la musique vocale et de la musique avec de l'orgue. Donc on a ça, et ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le mouvement qui évoque la danse à tout le monde? La valse. Du coup, danse macabre, Saint-Saëns balance une valse, 3 temps, hyper caractéristique. On entend ça, tout le monde pense à la danse. Et ça commence tout doux, ça commence avec peu d'instruments, et de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance dans la musique, vous ne l'avez pas en entier, on en a de plus en plus. Là, c'est un symbole qui est hyper clair, des morts qui font la fête de plus en plus, qui se bourrent la gueule et qui commencent à aller niquer dans les forêts. C'est dans le texte, c'est dans le texte. Voilà, la dame est, dit-on, marquise ou baronne, et le ver galant, un pauvre caron, au ciel, et voilà qu'elle s'abandonne, comme si le russe était un baron. Voilà qu'elle s'abandonne. Excusez-moi, des os, pas des os. Donc, on se retrouve quand même avec quelque chose qui n'est pas verbal, qui ne devrait pas raconter d'histoire, et qui pourtant, l'air de rien, raconte une histoire. Et ça, c'est super intéressant de se rendre compte de ça. C'est super intéressant de se rendre compte de ça, parce que les compositeurs, ils ne font pas se gêner pour faire pareil. Quand on compose une musique pour une pièce, on l'utilise. Ah oui, tiens, j'ai même pas parlé. Dans la danse macabre, Saint-Saëns utilise des xylophones. Xylophones qui ont un son qui évoque les sons des squelettes, les bruits des os qui claquent. Et le xylophone, c'est pas du tout un instrument qui était utilisé à l'époque, dans les orchestres en tout cas. C'était hyper audacieux. Et histoire d'insister un petit peu sur le fait qu'on a, en tant qu'humain, on aime bien imaginer des histoires. Globalement, on est des animaux qui sommes profondément narratifs. On aime raconter des histoires à nos semblables, on aime se raconter des histoires à nous-mêmes. Et on a tendance à imaginer des histoires et de l'agenticité, c'est-à-dire une conscience, à des choses qui ont absolument zéro conscience, a priori. Et pourtant, c'est très très facile d'imaginer donner des consciences à des choses. Pensez au tonnerre. Le tonnerre qui, avant qu'on l'explique, était supposé symboliser la colère des dieux. Maintenant, on sait très bien que c'est absolument pas ça, mais avant de comprendre ce phénomène, on s'est imaginé qu'il y avait une conscience qui était tapie derrière. Et du coup, je vais peut-être éteindre la lumière, parce que c'est là que je vais... Oh, ça c'est gentil. C'est super sympa. Merci. Et donc ça, il s'agit d'une petite expérience qui a été menée par un laboratoire de psychologie. Et je ne vous en dis pas plus, je pense que vous allez très très vite comprendre où je veux en venir. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on avait deux amoureux avec un paternel pas très très content? Ou en tout cas une histoire qui ressemble à peu près à ça? De manière générale, là, on s'est retrouvé avec 3 formes géométriques dans un rectangle, et ce rectangle, on a imaginé une maison. Je pense que globalement, on a tous imaginé une maison, et toutes ces formes géométriques qui bougeaient, on leur a tous attribué des personnalités. Parce qu'on fonctionne comme ça.
Parce qu'on fonctionne comme ça, on est une espèce qui avons évolué comme ça, on est une espèce qui est globalement collaborative, et imaginer des intentions au monde qui nous entoure, c'est efficace pour survivre. C'est efficace pour survivre, et c'est efficace pour se reproduire. La preuve, on est là, et on est comme ça. Donc oui, il y a des choses extrêmement intéressantes là-dedans, et tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, là j'avais noté pas mal de choses, mais il faut bien comprendre que la musique, c'est un objet social. C'est un objet social, et en tant qu'objet social, c'est un objet qui est commun à des populations. Tout comme une langue, tout comme la culture, tout comme toutes ces choses-là. Un objet social. Et dans la mesure où c'est un objet social, ça s'étudie à l'échelle des populations. On ne peut pas imaginer la moindre prétention d'universalité dans la musique ou dans l'art en général. J'insiste encore une fois dessus, mais c'est super important. C'est pour ça que les cultures différentes, les cultures aborigènes, des cultures qui sont très très loin de nous, on a l'impression qu'elles ne transmettent rien. En fait, et même plus pervers que ça, c'est pour ça qu'on a l'impression que ce sont des mauvaises œuvres. Et que nous autres, colons qui rappliquons sur des contrées très très lointaines, avec des formes de culture et des formes d'art complètement différentes, on a une grande facilité à considérer ces personnes comme archaïques, voire barbares. Alors qu'il y a très très certainement une profonde complexité dans l'art de ces personnes-là. Simplement, on n'est pas à même de les comprendre. Et ça fait réfléchir sur toutes les magnifiques œuvres d'art qui ont potentiellement été perdues, juste parce qu'on est d'immenses trous de balles qui ne sommes pas en mesure de les comprendre. Et là, pensez à toutes les personnes qui n'arrivent pas à comprendre le jeu vidéo et qui nous disent que c'est un art abétissant. Que ce n'est même pas un art, et que c'est juste quelque chose qui nous rend stupides. Quelque chose qui nous happe le cerveau. Alors qu'on sait, nous, vous, moi, toutes les personnes qui sont là, globalement, on sait que le jeu, c'est un objet qui est hyper intéressant, un objet qui est hyper stimulant. Et je sais que globalement, quand je joue à une partie, que sais-je, une partie de Tomb Raider ou une partie de Mysterium, par exemple, histoire de parler quand même de jeux de plateau, je suis loin de me sentir idiot. Et ça stimule l'air de rien mes neurones de manière assez spectaculaire. Quelle heure est-il ? Je vais peut-être avancer parce que j'aimerais bien qu'on ait un temps de questions à la fin. Et je vais avancer pour revenir sur le concept de cliché. Maintenant, en ayant parlé de tout ça, j'aimerais bien redéfinir le cliché comme étant l'air de rien. C'est pas forcément hyper positif comme définition, mais c'est une définition qui me semble un peu plus amélioratrice. Et c'est triste de le dire. Le cliché, c'est la valeur sûre. C'est le degré zéro de la subtilité. C'est le truc que dès que vous balancez un cliché, vous pouvez être absolument certain que 100% de la population l'a compris. Mais ce qui est intéressant avec un cliché, c'est qu'on n'est pas obligé de l'utiliser tout seul. Et c'est même comme ça que naissent d'autres clichés. Tenez, par exemple, admettons, vous êtes un compositeur. Vous devez faire une musique de film, et vous devez faire une musique de film sur un enfant. Qu'est-ce qui évoque l'enfance à tous les coups ? La naïveté, ouais. La berceuse. La berceuse, la joie, des choses joyeuses, des berceuses. Exactement. Tout à l'heure, je me suis amusé à en jouer une. Alors ça, c'était pas vraiment prévu, mais du coup, je vais la garder. Voilà, je suis compositeur, j'écris pour un film d'enfant, je reprends une berceuse. Et là, le réal, il m'appelle, il me dit « c'est sympa, mais en fait, c'est un enfant qui est possédé par le démon !» Qu'est-ce qu'on fait ? Ça marche plus. C'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les clichés du démon, les clichés des machins un petit peu ténèbres, là là ? Les fausses notes ? Tout à fait. Il va y avoir les fausses notes, il va y avoir le mode mineur. On tord quelque chose d'innocent. On tord quelque chose d'innocent. Exactement. Et on va se retrouver avec, par exemple... Pardon. On se dit pourquoi pas, ça marche. Alors aujourd'hui, ça a l'air d'être un cliché encore ça. Ah là là, l'enfant possédé, la boîte à musique mineure, c'est tout nul. Ouais, peut-être. Aujourd'hui, c'est un cliché. À une époque, ça a pu être hyper intéressant. À l'époque où le film Rosemary's Baby est sorti, et où on a Rosemary qui chante à son enfant. La 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 la. Un petit peu faux, parce qu'elle n'est pas chanteuse, l'actrice qui a fait ça. Elle a l'air de rien.
ça fait flipper un petit peu. Et à l'époque, ça n'avait pas encore trop été fait. Donc là, ça a fonctionné. Là, on n'était pas dans le cliché. Aujourd'hui, c'est bon. On le fait tout le temps. Du coup, on se retrouve avec des clichés qui émergent. Des clichés qui émergent à partir d'autres. Maintenant, je vais prendre un autre exemple qui vient d'un jeu vidéo. Allez. Un jeu vidéo que j'ai adoré, dans lequel, justement, on s'amuse un petit peu avec les clichés. À votre avis, tiens, je vais encore vous faire intervenir. Vous voyez les slasher movies. Voilà, des adolescents qui partent en vacances tous ensemble et qui se font tous zigouiller par un tueur pas très très sympa les uns après les autres, surtout s'ils ont des relations sexuelles, parce qu'il faut pas. Non, on est aux États-Unis, c'est pas très très bien. On a le cliché, on est d'accord, c'est un style qui est hyper codifié. Donc il y a des clichés. Quel genre de musique vous mettez là-dessus? Musique stressante, Musique un petit peu stressante? Musique de film d'horreur? Non, j'ai l'impression que le slasher va pas... Ça commence avec quelque chose un peu genre du rock californien pour ensuite complètement détordu. Ouais. L'intrigue arrive. Il y a un côté rock. Il y a un côté rock dans le slasher, ouais. Ouais, globalement, je pense slasher movie, je pense un petit peu... voilà, des choses comme la BO de Buffy, vous voyez? Espèce de rock un petit peu énervé. De temps en temps, un petit peu de mélancolie, ouais. Effectivement. Et alors, vous êtes un compositeur et quelqu'un arrive et vous demande de faire une musique pour un survival inspiré de l'univers slasher. Je pense que votre premier réflexe, ça va être de piocher là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? On verra après. Je vais pas en reparler tout de suite. Avant ça, j'ai un autre morceau à vous faire entendre, avant qu'on revienne là-dessus. Il s'agit d'un morceau de Olivier de Rivière, qui est un compositeur français, mesdames et messieurs, Cocorico. Allez, dans quoi vous imaginez ce genre de musique? Un peu le village, horreur médiévale. Et un côté Argento, ouais, c'est ça. Cœur d'enfant, truc un petit peu stressant, dénaturé, avec un quatuor à cordes. Par exemple, un danger qui est un peu surnaturel qui poursuit les protagonistes. C'est ça, un danger un peu surnaturel qui poursuit les protagonistes. Ça marche pas sur un slasher, hein. C'est pas terrible. Ouais, bah pourtant le jeu est super. Ça vient de Obscure et justement, ça vient d'un jeu qui est inspiré du slasher. Mais justement, le slasher, c'est un genre qui est tellement codifié qu'on peut en détourner un certain nombre de codes. On n'est pas obligé. Il y a un film américain qui est sorti dernièrement qui s'appelle The Final Girl, que je vous invite vraiment à voir, parce que justement, c'est un film qui reprend tous les clichés du slasher et qui les découle les uns après les autres. Parce qu'en fait, le concept du film, c'est qu'on a des spectateurs qui vont voir un slasher movie, un vieux slasher movie dans lequel il y a la mère d'un des héros qui joue. Et il y a un accident dans le cinéma et ils se font happer par le film. C'est con, hein, c'est surnaturel, c'est un peu con, c'est un peu bébête. Mais du coup, on se retrouve avec des spectateurs de slasher movie dans un slasher movie. Du coup, ils savent très bien ce qui va se passer à chaque fois. Ils essayent absolument d'empêcher les gens dans le film d'avoir des relations sexuelles. Ils essayent absolument d'empêcher les gens de se séparer. Ils essayent absolument d'empêcher les gens de sortir de la maison quand il fait nuit. Et ils veulent tous le faire quand même. Ils n'arrêtent pas. Ils sont tous complètement obsédés, ils ont tous envie de sortir et ils n'aiment pas quand ils sont les uns avec les autres. Ils essaient tout le temps de se séparer. Et le film est très très drôle. Parce que justement, et c'est là l'intérêt du cliché, c'est ça qui est intéressant dans un cliché. Un cliché, c'est quelque chose qui est tellement fort sur le plan symbolique qu'on peut en faire absolument ce qu'on veut. Et quand on commence à faire ce qu'on veut avec un cliché, on a deux possibilités. Ou bien alors on fonce complètement dedans, et on fonce tellement dedans que le spectateur il va se dire « Non, c'est pas possible. Il y a un moment, ils vont arrêter. On ne peut pas être complètement dans le cliché à ce point. C'est pas possible. »
Et l'air de rien, ça marche, l'air de rien. Il y a des trucs comme ça qui sont tellement dans le cliché, tellement abusés, que ça en devient mais savoureux, quoi. Les nanars, c'est complètement ça. Les nanars, c'est complètement du cliché overused. Ou alors, on peut utiliser du cliché, justement, et savoir, parce que c'est très très codifié, que si on change quelques petits éléments, là, on va obtenir quelque chose de vraiment intéressant, parce que ce sera de toute façon inattendu. Donc, en définitive, le cliché, dans une création artistique, c'est pas un objet seul. C'est pas un élément tout seul, c'est un élément de toute une dramatis persona hyper complexe qu'on peut questionner. Même si c'est agaçant, moi aussi j'en ai marre de voir les héros qui marchent devant des flammes. Je ne comprends pas, devant des explosions. Il ne devrait plus avoir de tympan et il ne devrait plus avoir de derrière de costume. Il y a un film qui fait ça. Le héros qui avance vers la caméra, il y a une explosion derrière lui, après on voit son cul. Brûlé. C'est dommage. Alors, voilà. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, dans la mesure où l'art est un objet social, l'art engendre des horizons d'attente. L'art engendre des horizons d'attente que l'artiste va pouvoir, au choix, satisfaire ou frustrer. Si, par exemple, je vous joue le truc qui évoque un horizon d'attente en musique, ça va donner ça. C'est pas agréable, hein? On est d'accord qu'on attend tous cet accord. Ça, c'est ce qu'on appelle une cadence parfaite. C'est une conclusion en musique. Et là, justement, on a un truc qui est hyper codifié. Alors ça, je peux vous garantir que les compositeurs, notamment de l'époque romantique, c'est-à-dire à l'époque où globalement le classique était bien passé par là, et où on se disait, c'est bon, les cadences parfaites, on a compris, et bien là, les compositeurs, ils se sont amusés. Et on s'est retrouvé avec plein de petites choses différentes, plein de types de cadences différentes, plein de nouvelles formes de ponctuation. Dire voilà, par exemple... Pourquoi pas? Ou pourquoi pas? On a le droit. Ou même pourquoi pas? On a un horizon d'attente. Et à partir du moment où on a un horizon d'attente, on peut engendrer quelque chose. On peut engendrer de la frustration, on peut engendrer de la satisfaction. Et George Martin, quand il tue vos héros préférés, il fait que ça. C'est pour ça que c'est aussi bon Game of Thrones. C'est la série devant laquelle on est, et on se dit, putain, j'ai un horizon d'attente, il crée des choses, il crée des tensions, il crée des enjeux, mais je sais jamais ce qu'il va faire. Peut-être que vous regardez un film traditionnellement, vous savez que le héros il va survivre à la fin. C'est obligé. Ah putain, mon Dieu, le film avec Bruce Willis dans lequel il meurt à la fin. Armageddon, tout à fait. Les gens étaient choqués à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ça? Un personnage principal qui meurt? C'était étonnant. Parce que les personnages principaux ne meurent pas dans les films. Donc là, on a été choqués. Et Martin, il est en train de faire ça. Il crée des personnages avec des destins incroyables. Rien à foutre, il les tue. C'est pas grave. Et ça, la seule raison pour laquelle il peut le faire, c'est parce qu'avant ça, on a eu le cliché qui disait « Non, les personnages importants, ils meurent pas. Ils peuvent pas. Ça serait trop frustrant pour le lecteur. » Eh ouais, c'est frustrant pour le lecteur. Mais c'est ça qui est intéressant. Du coup, le cliché, c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Et pour revenir sur le jeu, l'air de rien, il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que un jeu, globalement, ça nous occupe combien de temps? Sauf si on est vraiment un hardcore gamer. Une dizaine d'heures, au maximum, pour les jeux actuels. Hein. Et je parle surtout de l'intrigue des histoires. Je veux dire, l'intrigue et les histoires, globalement, c'est condensé. Le temps du jeu, c'est un temps extrêmement court. Et c'est un temps extrêmement court dans lequel on va devoir raconter énormément de choses. Il va falloir mettre en place tout un univers, éventuellement des éléments d'intrigue politique, des intrigues entre les différents personnages. Et l'air de rien, ça, c'est compliqué. C'est pas un roman de 400 pages. Un jeu vidéo, on y joue aussi pour le gameplay, et le gameplay laisse très souvent assez peu de place aux différents éléments scénaristiques. Alors, qu'est-ce qui peut se faire à ce moment-là, la personne qui fait le jeu vidéo?
plusieurs épisodes, c'est possible, mais ça rallonge le temps de jeu. Ça rallonge le temps du jeu. Donc, c'est pas une solution pour régler le problème du temps du jeu. Ouais ? Utiliser les clichés. Oui, voilà, t'as compris ? T'as compris ? Qu'est-ce qu'on a comme clichés qui permettent d'amener sans trop de lourdeur le fait d'expliquer tout un univers de manière hyper condensée ? Le manichéisme, c'est une très très bonne idée. On a le héros amnésique. Qu'est-ce qui permet le héros amnésique ? Le héros amnésique, il permet que toutes les personnes qui croisent vont lui dire « Oh là là, mais tu sais bien que ça sert à ça !» Alors que si le héros était arrivé dans le jeu en n'étant pas amnésique, bah ouais, je sais très bien qu'il faut appuyer sur ce bouton pour faire démarrer le vaisseau, je suis pilote. Évidemment. Sauf qu'un héros amnésique, il arrive là. Il faut qu'il réapprenne. Et du coup, le héros amnésique, il arrive dans le jeu, il arrive au début du jeu, à l'instant 0, avec exactement les mêmes connaissances que le joueur. C'est hyper intéressant. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ça. Aujourd'hui, c'est un cliché. Certes, mais avant d'être un cliché, c'était une excellente idée. Un petit peu comme le nouveau venu dans un endroit. Le bleu dans une armée, le nouveau dans une boîte. C'est des choses qui sont hyper intéressantes parce que ça permet au personnage joueur d'apprendre de manière hyper rapide, parce qu'il doit, pour sauver le monde, n'importe quoi, il doit apprendre tout ça hyper vite. Et on évolue dans le temps du jeu avec ça. Et je sais que j'avais lu une page qui m'avait beaucoup fait rire sur que vous avez dû déjà tous connaître, sur les clichés du RPG. Les clichés du RPG, ils sont hyper drôles, mais l'air de rien, si on y réfléchit bien, ils ont tous une explication. Notamment ça, comme je le disais, le héros amnésique. Bah ouais, mais le héros amnésique permet aux joueurs de commencer avec exactement les mêmes connaissances que le personnage principal. Et l'air de rien, pour la musique, c'est pareil. Je veux dire, vous croisez un nouveau personnage, qui a une histoire, pour lequel vous n'allez pas pouvoir forcément passer des heures et des heures et des heures à comprendre comment fonctionne ce personnage. Et là, d'un coup, vous entendez sa musique, c'est ça. Bon, thème d'Aeris. Vous imaginez un personnage hyper violent ? Vous imaginez un personnage hyper rigolo ? Non, instantanément, avec ça, on imagine un personnage hyper mélancolique, un personnage très très sage, un personnage qui, globalement, on imagine, aime pas forcément se battre. Tout ce qui est Aeris, en fait. Et du coup, avec une musique, on se retrouve avec un personnage qui est dépeint, et on n'est même pas obligé d'emphatiser la dramatis persona d'Aeris. On sait déjà, grâce à ces quelques notes, un certain nombre de choses sur elle. Et pareil, ça on peut en jouer. Si on prend le personnage de Tifa, qui a globalement une musique aussi qui est hyper douce, donc on se dit, ok, personnage hyper doux, hyper féminin, en plus c'est amour d'enfance du héros, et on découvre aussi que c'est une super combattante. N'empêche que même en la voyant combattre et en la voyant être une meuf super badass, à chaque fois que son thème revient, on se dit, ah oui, c'est vrai que c'est une meuf qui est hyper sensible en vrai, une meuf qui cache des tourments intérieurs qui sont hyper importants. Et on n'est pas obligé de s'apesantir sur des dialogues constants sur le fait que « Ah là là, je suis une femme forte, mais j'ai des fêlures. » On n'est pas obligé. La musique transporte déjà ça. Donc, tout ça, ça donne énormément d'éléments. Si on avait voulu un personnage qui était un petit peu féerique, je sais pas, on aurait pu commencer comme ça. Hyper féerique. Un personnage un petit peu mystérieux. Accord de ce genre-là, ça marche bien. Personnage hyper... qu'est-ce que j'avais écrit ? Oh, un truc rigolo, allez. Truc rigolo, qu'est-ce qu'on a ? Allez, le personnage, il arrive, on entend ça. Oui, bon, forcément, on se dit, c'est pas un personnage lugubre. A contrario... on se dit, ok, c'est peut-être le méchant. Je sais pas. Donc, là, le but, en fait, dans cette toute petite conférence que j'ai voulu donner, c'était de s'amener un petit peu à questionner ce qui nous agace et pourquoi ça nous agace. Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est pénible. N'empêche que, interrogeons-nous un petit peu sur pourquoi une chose est un cliché. Si une chose est un cliché, c'est qu'elle a été répétée, re-répétée et sur-répétée jusqu'à devenir agaçante. Mais du coup, la conclusion, c'est qu'avant d'être un cliché,
Eh ben, c'était une super bonne idée. C'est tout. Merci. Est-ce que j'ai du temps pour des questions? Ouais, mais non, puis attends. 10 minutes de questions par exemple? Un truc comme ça, de toute façon. Ça me semble super. On aura le temps de la discussion après, vu que tu restes là tout l'après-midi. Ouais, je vais rester en atelier et il y aura aussi un piano, donc je pourrai aussi faire le con avec. Ça va être bien. Ouais, comme 10 minutes sur la thématique présente. Voilà. Des gens. Je peux pas croire que j'ai été aussi clair que ça. C'est pas possible. Allez, je brise la glace. Qu'est-ce qu'il y a comme cliché qui vous énerve? La Marissou. Ah, je peux pas justifier ça. Ça, c'est juste un auteur qui écrit mal. Voilà, je suis désolé, c'est juste quelqu'un qui sait pas écrire. Je suis musicologue, je suis pas magicien. Autre chose? Ou une question? Ouais. Aller à contre-pied des clichés, ça marche aussi des fois. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure quand Olivier de Rivière, dans son slasher, a pris justement une musique complètement à contre-courant. Et justement, c'est intéressant un cliché parce qu'on peut tout raser. Et voilà, je crois que ça s'est fait, mais un film médiéval avec du rock californien, je sais pas, je me dirais, ah, ok, pourquoi pas? C'est sympa, ça donnerait un éclairage intéressant. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est possible qu'une œuvre inspire des clichés, c'est-à-dire des codes, mais en même temps reste en dehors des clichés qu'il a même créés, enfin? Parce qu'il y a une œuvre en particulier où je me pose des questions. Alors, je pense que oui. Je pense à Dracula notamment, qui a lancé énormément de trucs sur le gothique qui sont repris aujourd'hui de manière un peu bizarre, mais qui ne rentrent pas du tout là-dedans. Tu penses à quoi? Moi, je pense au manga Jojo's Bizarre Adventure. Ça a créé énormément de clichés qu'on retrouve dans énormément de mangas. Ouais. Mais même à l'heure actuelle, même aujourd'hui, ce manga qui date des années 80, il reste hyper original. Ah, peut-être, ceux qui connaissent peuvent peut-être en parler. Moi, j'avoue, j'ai jamais lu. Ça fait partie des trucs qui sont dans ma to-watch list, mais j'ai pas regardé encore Jojo's Bizarre Adventure. Mais je te crois, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être un truc qui est hyper atypique, que ça fait un immense carton, et je serais pas surpris que ce soit pas mal repris, ouais. Et il y a plein d'autres qui l'ont repris, mais pourtant ça continue à réussir à se démarquer. D'accord. Ouais, je suis pas tellement surpris. Des fois, il y en a qui manient de manière hyper subtile certains éléments, et c'est dur d'être subtil parfois. Ouais. Il se peut qu'il y ait des clichés dans l'ancien temps en photo, des choses qui ont été répétées dans l'ancien temps, qui sont devenues des clichés, et ensuite qui ont été abandonnés pour ensuite récupérer en ce moment, pour ensuite redevenir des clichés. Sûrement. À quoi tu penses? Pas grand-chose, mais par exemple c'est un exemple, par exemple le style jazz. À une époque, ça a commencé à apparaître, c'est devenu quelque chose de très, ça s'est énormément diversifié. Mais après, ça a été exploité, donc les gens sont un peu entre guillemets lassés. Mais il y a surtout d'autres styles qui ont découlé. Et là, en ce moment, il y a certains nouveaux créateurs qui reprennent ces anciens styles, mais qui le refont à leur sauce, ce qui fait que ça crée une toute nouvelle vague. C'est possible. Le jazz n'est jamais vraiment mort. Le jazz a toujours continué à être pratiqué de manière un peu... Non, mais je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a des styles, des gens qu'on a l'impression de voir disparaître et qui pourtant continuent à, j'allais dire à pulluler, mais c'est super négatif. Le jazz, c'est trop bien, il faut arrêter. Qui continuent à exister. Mais ouais, le fait de moderniser un style ancien et du coup de lui donner une seconde vie, ouais, ça pour le coup, ça se pratique et ça s'est pas mal pratiqué en art. Le néoclassicisme, on est une preuve. Le nouveau, là, on se retrouvait, je crois, on a eu du nouveau gothique. Enfin, il y a énormément de genres qui réémergent en reprenant des codes modernes. Et du coup, des mélanges de clichés, c'est cool. C'est trop bien. Et après, ça risque de devenir un cliché aussi. Mais... Ah, c'est fort probable. Mais à partir du moment où un truc est hyper chargé niveau caractère, il peut passer pour un cliché. Ensuite, il y a des trucs tellement second degré qu'on voit même plus le cliché. C'est-à-dire la famille Adams, j'arrive pas à voir ça comme cliché, alors que pourtant, ça fonce dans tous les clichés possibles et imaginables, jusqu'à l'excès. Mais ça marche. C'est le genre d'ovni qu'on se demande qu'est-ce que ça fout là, mais en même temps, ça crée... Mais tu veux pas qu'il parte? Qu'est-ce que tu fous là? Non, mais reste.
On va s'arrêter du coup. De toute façon, je suis à côté, donc n'hésitez pas, venez m'apporter vos doléances, lettres d'insulte, tout ça. Donc, merci. Merci à tout le monde.